Merci pour l'amitié que tu me fais à venir échanger avec moi sur scène. Le big data est un mot qu'on a essayé de déconstruire toute la journée, puisqu'il y a les aspects technologiques, les aspects scientifiques, les aspects professionnels, métiers, etc. On a le sentiment que quand on veut ouvrir le capot du big data, on se retrouve dans une situation où il y a vraiment énormément de choses, et AppNexus fait partie de ces, on va dire, briques de l'écosystème incontournables, parce que vous avez une réalité dans le big data, dans le RTB, et une réalité particulière, parce que vous insérez à la fois dans une thématique de médias et de marketing. Donc plutôt que de commencer véritablement à comprendre la complexité du métier d'AppNexus, est-ce qu'on peut tout simplement décrire l'écosystème d'AppNexus? Qu'est-ce que c'est AppNexus? Avec qui travaille AppNexus? Absolument. Alors AppNexus, c'est une société qui n'est pas très connue du grand public, mais c'est le leader mondial des technologies publicitaires sur le digital. Pour donner quelques chiffres, donc la société a été créée en 2007. Elle compte 800 personnes maintenant, donc 7 ans après. Elle fait partie du club très envié et très fermé des startups valorisées plus d'1 milliard, parce qu'elle a levé cet été 100 millions de dollars à cette valorisation. Elle compte donc dans son capital la plupart des VC assez connus aux États-Unis et quelques grands partenaires industriels comme Microsoft par exemple ou Deutsche Telekom. Donc qu'est-ce qu'on vient faire dans le big data? Qu'est-ce que la publicité vient faire dans le big data? Donc, déjà, le digital est évidemment une industrie très techno. Avant, en fait, les technologies, le métier média dans le digital était un métier assez manuel et un peu absent de l'écosystème technologique et de toute la force de l'algorithmique. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu certaines phases de révolution où faire apparaître une bannière publicitaire sur un site, c'est devenu compliqué. Parce que finalement, ce qu'on fait, c'est ça fondamentalement, c'est faire apparaître des bannières publicitaires sur les sites. Aujourd'hui, pour vous décrire le mécanisme d'action, lorsque vous vous connectez sur un site, donc n'importe lequel, sur lemonde.fr, les Échos, si vous pouviez arrêter le temps à ce moment-là, en fait, vous verriez à la place de ces fameuses bannières publicitaires des espaces blancs. Qu'est-ce qui se passe en quelques millisecondes, en temps réel? Donc en 120 millisecondes, donc ces espaces blancs vont appeler des serveurs technologiques qui vont eux-mêmes appeler un ensemble d'acheteurs, Publicis, Havas, les grandes agences médias, les annonceurs, tous équipés de technologie. Ces acheteurs vont enchérir sur l'emplacement publicitaire. La technologie va attribuer le vainqueur, le prix, puis ensuite servir la bannière publicitaire. Donc tout ça est fait, encore une fois, en 120-150 millisecondes, traité, par exemple pour un AppNexus, 100 milliards de fois par jour. Donc on traite ce type de mécanisme 100 milliards de fois par jour. Et c'est en fait là on arrive dans des thématiques qui sont purement de thématiques de big data. Donc on traite, vous imaginez bien, vous-même devant un site, il y a déjà plusieurs emplacements publicitaires. Quand on multiplie ça par l'ensemble de votre surf sur Internet, ça fait beaucoup de bannières à traiter. Quand on multiplie ça par tous les internautes au monde, ça fait des vagues massives de données à traiter. On traite 50 terabytes de données par jour. Donc c'est ça qui a fait rentrer en fait tout le digital dans le big data. Tout ça n'existait pas il y a 7 ans. Tout ça est arrivé véritablement avec les technologies que AppNexus a déployées. Et donc de là en fait, on a vu tout un écosystème publicitaire se créer. Encore une fois, avant, pour acheter de la publicité, quand on regarde ce qui se passe à la télé ou dans la presse, on avait des régies publicitaires, donc des gens chez Le Monde qui vont appeler des gens chez Publicis pour leur dire j'ai un bel encadré à te vendre. Ça se passait par téléphone, ils s'envoyaient des fichiers Excel, des contrats papier, et ensuite ils imprimaient la publicité. Grâce à ça, grâce à ces nouvelles technologies, le monde de l'Internet en fait bascule dans le monde du software, puisque les agences médias s'équipent de software pour acheter la publicité, les régies publicitaires s'équipent de software pour vendre de la publicité, avec un mécanisme qui est celui que j'ai décrit d'enchères en temps réel, appelé real-time bidding, qui est assez compliqué. Et donc tout ça a fait basculer tout l'écosystème publicitaire vers une véritable réforme de structure et des nouvelles utilisations des technologies pour le traitement de leur métier.
Alors, si on veut conduire un petit peu le schéma de l'information, lorsqu'un internaute va sur une page web et va être soumis à une publicité, quels sont les intermédiaires qu'on va rencontrer? À quel moment intervient le soft côté média, le soft côté annonceur, et à quel moment intervient AppNexus? Absolument. Donc je suis un internaute, je me connecte sur un site. Encore une fois, je vais avoir ces placements publicitaires que les marques veulent utiliser pour me vendre la dernière crème L'Oréal ou la voiture Renault. Donc l'annonceur Renault travaille avec une agence média, Publicis, Havas, Omnicom, etc. Cette agence média va avoir en fait une unité spécialisée pour ce type d'achat média qui s'appelle le Trading Desk. Donc chaque grande agence média a créé sa propre unité spécialisée. Chez Havas, ça s'appelle Affiper. Chez Publicis, ça s'appelle Vivek Audience on Demand. Donc le Trading Desk, donc l'annonceur, l'agence média, le Trading Desk. Le Trading Desk va lui utiliser les technologies d'achat. Donc un AppNexus qui est sa technologie d'achat. Le nom barbare de l'industrie, c'est DSP. Cette technologie d'achat va se connecter à une technologie de vente qui, elle, équipe le site web. Et ensuite, le site web va donc pouvoir servir, grâce à cet échange de technologies. Donc, technologie d'achat, technologie de vente. Technologie d'achat, ça s'appelle DSP dans le langage barbare de l'industrie. Technologie de vente, ça s'appelle SSP dans le langage barbare de l'industrie. Le site média lui-même est représenté par une nouvelle entité spécialisée dans l'utilisation de ces technologies qui s'appelle l'Ad Exchange. Et enfin, la publicité va arriver vers l'internaute. Donc on a deux nouvelles entités spécialisées dans ce monde-là, le Trading Desk, l'Ad Exchange, de la technologie au milieu qui permet d'acheter et de vendre, et l'internaute qui se trouve bombardé intelligemment de publicité au milieu. Alors justement, quand on s'intéresse à la partie intelligente de cette démarche-là, on sent bien qu'il y a un nombre d'intermédiaires qui sont importants. On comprend et on imagine que les décisions sont fondées sur de la donnée à un moment donné. À quel moment la donnée est acquise, à quel moment elle est analysée et comment le processus de décision permet à ces intermédiaires d'optimiser un processus de publicité. Absolument. Donc en fait, ce que cherche l'agence média et l'annonceur, c'est évidemment donc de faire réagir, d'influencer l'internaute sur l'achat de ses produits. Donc il veut, après avoir vu la publicité, il veut que l'internaute ait envie d'acheter le produit. Donc le but de l'agence média, c'est d'acheter une audience pertinente au meilleur prix. Le but de la régie, c'est évidemment de vendre au plus cher chacune de ces impressions publicitaires. Donc chacun de ces entités, grâce à la technologie, donc avant on avait beaucoup d'informations qui étaient perdues puisque ces informations n'étaient pas loguées, encore une fois c'était des contrats papier et des achats massifs de bannières publicitaires. Grâce aux technologies de real-time bidding, chaque bannière est achetée de façon isolée, donc les bannières sont achetées en temps réel aux enchères une par une, avant elles étaient achetées en stock, et donc ça permet d'influer à la fois pour l'acheteur ses décisions d'achat, et pour le vendeur, ses décisions de vente. Sur chacune des bannières publicitaires, en fait, il y a une centaine de paramètres qui est attribué à la transaction. C'est le prix, quels ont été les 15 plus grands acheteurs, par exemple, le contexte de la page Internet sur lequel la transaction a eu lieu, l'emplacement publicitaire précis sur le site, etc. etc. Et donc, l'ensemble des enjeux, à la fois pour le site web qui vend l'emplacement publicitaire et l'agence qui l'achète, c'est de trouver la martingale gagnante dans l'ensemble de ces données afin de pouvoir, pour l'agence, acheter l'emplacement publicitaire au meilleur prix et la régie de vendre au meilleur prix. Et donc c'est là où, c'est là où les agences et les régies ont vu complètement changer leur métier. Leur métier était avant fondamentalement commercial. Ils prenaient un verre au Carlton ou je ne sais pas où pour vendre leurs espaces médias. Grâce à cet élément-là, aujourd'hui, ils peuvent véritablement regarder en détail des véritables données pour optimiser les campagnes et pour la régie pour monétiser au plus haut prix. On a le sentiment que les choses vont très vite, le sujet est nouveau, on pourrait croire qu'il n'est pas mature alors qu'il y a déjà énormément de personnes, d'entités, d'entreprises qui se sont insérées dans cet écosystème. Quelles sont, vous, les évolutions qu'on est capable d'observer sur ce marché technologique, scientifique, des nouveaux acteurs? Vers quoi le marché du RTB va s'orienter à court terme?
Alors, c'est une excellente question. Effectivement, c'est un monde qui bouge extrêmement vite par plusieurs aspects. Donc, déjà, c'est un monde qui dépend fondamentalement du média. Donc, le média, il y a 20 ans, les gens, c'était du papier et de la télévision. Les audiences, les gens, maintenant, utilisent Internet pour consommer du contenu. Donc, le média est allé vers Internet et les technologies ont suivi. Aujourd'hui, il y a des nouvelles réformes qui sont aussi structurelles sur l'Internet. Donc les audiences vont vers le mobile massivement. Et donc c'est aussi ce type de choses que le type de paramètres que le média doit prendre en compte. De la même façon, vous avez dû voir exploser le nombre de contenus vidéo sur Internet, que ce soit sur les sites de grands médias ou autres. Donc c'est aussi ce type de format qui sont des supports publicitaires. C'est aussi ce type de format qui doit être supporté par les nouvelles technologies. L'IPTV, évidemment, fait partie de ça. Donc déjà, les technologies de real-time bidding s'adaptent au changement fondamental du format publicitaire, du desktop vers de l'Internet fixe vers le mobile, vers la vidéo, etc., vers l'IPTV. Donc ça, c'est un premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est les applications publicitaires fondamentales de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, la capacité d'optimiser ces campagnes vient vraiment, encore une fois, de l'analyse de données, ce qui n'existait pas avant. Mais il y a des applications publicitaires, véritablement publicitaires, assez spectaculaires. Typiquement, aujourd'hui, on est capable de synchroniser, par exemple, les publicités que vous voyez sur la télé avec ce que vous voyez sur votre smartphone ou votre tablette. Donc vous avez une pub Renault sur la télé et vous voyez au même moment en fait la même publicité sur le contenu internet que vous surfez, donc ce qui amplifie le message publicitaire. Il y a d'autres applications publicitaires temps réel assez spectaculaires où le message que vous voyez dans la pub réagit avec la news en temps réel ou réagit avec votre surf en temps réel. Vous avez tous eu l'expérience de la chaussure qui vous suit sur Internet lorsque vous l'avez consultée sur un site de e-commerce. Donc c'est l'une des applications de ce type de technologie, qui a notamment été développée par le français Criteo, qui fait figure de leader aussi dans ce monde-là. Donc il y a des évolutions dans le type de médias que ces technologies doivent suivre, et des évolutions dans les applications publicitaires fondamentales, au-delà de l'aspect très quantitatif de ce nouveau métier. On vient de citer à l'instant Criteo. Aujourd'hui, quelle est la taille du marché à Paris, en France? Combien il y a d'acteurs? Combien il y a de personnes qui travaillent là-dessus? Quels sont les chiffres clés pour être capable d'apprécier un petit peu l'écosystème? Alors, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de la pub au monde, et je vais venir à la France après, c'est un marché qui est massif. Le marché de la pub au monde, c'est 500 milliards. C'est énorme. Le digital représente 100 milliards. Sur ces 100 milliards, il y en a 50 milliards qui vont dans la poche de Google. Donc c'est tous les effets du moteur de recherche et les publicités sur Google. Et 50 milliards pour le reste du monde. Aujourd'hui, le phénomène du programmatique capte 10 à 15% de ce marché mondial. Donc c'est déjà des 5 à 6 milliards de dollars qui passent par ces tuyaux. Il se trouve que la France, en fait, pour de multiples raisons, est un marché qui est assez avant-gardiste. Donc aujourd'hui, quand on regarde ces chiffres à l'échelle de la France, donc le digital en France, c'est un marché de 2,3 milliards. Les bannières publicitaires, donc le display, est à peu près 900 millions d'euros. Et aujourd'hui, c'est de l'ordre de 20% de ces 900 millions d'euros qui passent par ce canal real-time bidding programmatique. C'est une industrie qui a connu une croissance fulgurante. C'est quelque chose qui n'existait pas, véritablement il y a 3 ans, qui était de l'ordre de 15% l'année dernière et qui cette année est de l'ordre de 20%. Et ça représente à peu près 175 millions d'euros qui passent par ce canal. Et en fait, il se trouve que la France est un marché extrêmement dynamique. Parce qu'il y a un leader mondial qui est Criteo, première société française cotée au Nasdaq depuis Business Object, qui opère dans cette industrie-là. Parce qu'il y a eu toute une génération d'entrepreneurs qui ont développé donc vraiment une myriade de sociétés spécialisées sur le sujet. Donc des sociétés qui s'appellent TradeLab, Mille Merci, Makazi, dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais qui sont aujourd'hui des leaders européens exactement sur ce sujet. Donc parce qu'il y a un véritable héritage de la publicité en France,
faut savoir que la publicité est un marché qui est extrêmement concentré. Donc il y a 6 grands acteurs mondiaux côté agence, Publicis, Havas, Egis, IPG, Omnicom, et il me manque toujours un, peu importe. Mais sur ces 6 acteurs mondiaux, il y en a 2 qui sont français, Publicis et Havas, et un qui est franco-anglais, maintenant japonais, qui est Egis. Donc il y a une véritable culture en France, un véritable tissu industriel autour de la publicité qui est fort, à la fois du côté agence et à la fois du côté média. Donc il y a une pléthore de médias en France, bien plus que dans les autres pays. Donc il y a un véritable écosystème qui, en fait, lorsqu'est apparue cette révolution, c'est vraiment pris du sujet. Par exemple, Havas, son centre mondial de compétences sur le sujet est à Paris. Donc c'est aussi des signes extrêmement forts. Et le dernier facteur qui a fait que la France est encore une fois vraiment vue de l'international, même les États-Unis regardent la France comme un pays très avant-gardiste, où il y a des choses qui se passent uniques au monde, c'est qu'il y a une véritable culture autour de l'analyse quantitative. Et vous êtes tous dans la salle bien placés, et toi Jérémy aussi, pour savoir toucher le sujet des doigts. Il y a une véritable culture ingénieur et de l'analyse quantitative qui sont encore le type de compétences nécessaires aujourd'hui dans cette nouvelle industrie. Donc le message un peu clé de ce qui se passe autour du programmatique en France, c'est que toutes les personnes qui regardent l'Internet de près, puisque c'est quand même des industries fascinantes, en croissance, proches de nos usages, et tous les gens qui s'intéressent à l'analyse quantitative, à la technologie, en fait c'est le bon moment pour rentrer parce qu'on a en particulier en France des phénomènes qui sont absolument uniques au monde, qui allient la complexité et véritablement des industries en forte croissance. Donc c'est absolument fascinant. Est-ce que l'école mathématique française rayonne tout particulièrement aussi dans le modèle opératoire? Est-ce qu'on a le sentiment qu'on approche des problèmes, ou on répond à ce qu'on peut observer de manière différente que d'autres sociétés de par le monde pourraient y répondre, justement parce que nous, on a cette capacité à pouvoir faire monter en compétence des ingénieurs très bons sur l'aspect technologique et très bons sur l'aspect scientifique? Absolument. Donc encore une fois, Criteo a prouvé que c'était possible de faire ça en France et de le répliquer à l'échelle mondiale. Donc Criteo est leader donc, d'une de ces martingales publicitaires utilisant ces technologies qui s'appellent le retargeting. Elle a un centre de R&D de 200 personnes en France, je crois 250 personnes en France. C'est clairement ce qui lui a donné une avance par rapport à tous ses compétiteurs internationaux. Donc c'est un marché mondial qu'elle a gagné grâce à ça. Quand on voit nos clients qui utilisent notre technologie, clairement, du fait du recrutement, parce qu'il y a des ingénieurs aujourd'hui qui travaillent dans ces agences médias, qui étaient des profils qu'on ne voyait pas du tout avant, parce qu'ils ont fait cet effort de recrutement et parce que c'est aujourd'hui vraiment les capacités, l'expertise nécessaires pour gagner dans ce monde-là, ils ont une véritable longueur d'avance par rapport à ce qui se passe aux États-Unis ou en Angleterre, où les gens qui se sont saisis de ces technologies sont allés beaucoup moins loin dans l'analyse quantitative et sont vraiment des sociétés qui ont hérité plus d'une culture média traditionnelle. On les voit aujourd'hui, donc nos petits Français qui partent à la conquête de l'Europe, qui réussissent et qui vraiment excellent et qui font l'admiration des observateurs internationaux. On retrouve peut-être une période qu'on a vécue il y a quelques années où les très bons ingénieurs français devenaient des traders algorithmiques de par le monde. Aujourd'hui, le nouvel Eldorado, c'est le big data avec cette possibilité de faire du RTB. Et il y a encore une diaspora importante de personnes qui partent depuis la France pour aller porter ces compétences techniques et scientifiques sur donc l'ensemble des acteurs de ce marché. Merci beaucoup David Baranès. Je vais juste me permettre de poser une dernière question. Le monde du RTB, ça a l'air d'être un monde qui est quand même peut-être de premier abord un peu plus compliqué à comprendre. Une personne qui veut s'y intéresser aujourd'hui, qui porte des compétences techniques et scientifiques, mais qui veut comprendre les mots-clés de ce métier, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil pour qu'il puisse être aussi porteur d'une compétence métier? En fait, je pense que la première chose à faire, c'est vraiment de se rapprocher de ces acteurs. Donc il y a des cartes qui circulent sur Internet et qui mappent un petit peu quels sont les différents acteurs de ce nouvel écosystème RTB en France.
Donc vraiment la première chose à faire, c'est aller leur parler. C'est un écosystème qui est extrêmement ouvert. C'est vraiment une industrie d'entrepreneurs. Donc ils sont tout à fait ouverts à vous parler de ce qu'ils font, de quel type d'expertise qu'ils recherchent. Et ils peuvent, grâce à ces discussions, vous pouvez vraiment acquérir facilement un vernis de culture publicitaire et média qui vous permet ensuite de rentrer dedans. Donc parler à ces acteurs. Il y a beaucoup d'informations en ligne, ça c'est le deuxième élément, donc on peut vraiment avoir l'ensemble des chiffres, une compréhension assez fine des cartes de l'écosystème, donc tout ça circule sur Internet, donc c'est un très bon outil. Et puis ceux qui le désirent, évidemment, AppNexus, on est ravis de pouvoir aussi vous renseigner sur le sujet. Merci beaucoup David. Merci Jérémy, et bravo pour cette conférence, c'était exceptionnel.